L'univers secret et initiatique de la sorcellerie, c'est sur Witches Radio. Comment trouver la radio qu'il me faut? Une radio sorcière, mais sérieuse comme il le faut. J'ai enfin trouvé la radio qu'il me faut. C'est Witches Radio. Oui, Witches Radio. Witches Radio, la radio qui va vous enchanter. Eh bien, coucou mes très chers amis de Witches Radio, nous sommes samedi soir, nous sommes le deuxième samedi du mois, et à chaque fois que l'on a le deuxième samedi du mois, on a l'immense bonheur de retrouver Mimi Mireille autour, eh bien, du décortiquage du tarot de Marseille. Coucou ma petite Mimi. Coucou Alina, coucou les Witches. Très heureuse de te retrouver ce soir pour décortiquer la troisième lame du tarot de Marseille. Et alors, le nom de cette troisième lame? Alors, c'est l'impératrice. Waouh, l'impératrice. Ça promet les amis. Alors, comme à chaque fois, vous savez, l'émission va être rythmée en plusieurs parties. Il va y avoir une sorte de petite introduction via Mimi. Ensuite, on va faire le décortiquage des couleurs. Ensuite, eh bien, le décortiquage des chiffres associés à cette lame. Ensuite, le décortiquage des objets du symbolisme hébreu. Et enfin, la conclusion et le message de cette merveilleuse lame qui est l'impératrice. Donc, on a hâte de découvrir tout ça, ma très chère Mimi. Oui, tout un programme en perspective. Tu me diras ce que t'en penses et puis tu pourras intervenir autant que tu le souhaites. Magnifique. Déjà, avant qu'on commence, Mimi, on peut déjà inviter les Witches à se connecter à la carte, à aller voir à quoi ressemble l'impératrice. Écoutez les amis, c'est parti, on n'oublie pas, on fait plein de bisous à tous les auditeurs qui sont à l'écoute ce soir sur witchesradio.fr. Si vous souhaitez poser des questions à Mimi, il suffit de lui envoyer un petit mail à Mimi pour recevoir le plan. Donc c'est mimi@witchesradio.fr et c'est parti. Aux effluves des émanations du chaudron, découvrez l'univers initiatique de la Wicca, de la sorcellerie et des mystères. La Wicca de la sorcellerie et ses mystères. Bienvenue dans l'écoute des murmures du chaudron. Alors, je vais refaire ma petite précision comme d'habitude. Tout d'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas tarologue. Le but ici n'est pas de faire des prédictions du tarot, mais de vous renseigner sur les symboles que l'on peut voir sur cette lame. Je me base sur mes propres recherches faites par le passé, actualisées concernant le tarot de Marseille. Par contre, pour moi, le maître inconditionnel reste Papus. Mais évidemment, je me base aussi sur d'autres écrits, des anciens et des plus modernes, on va dire aussi. Alors, on va commencer, Alina, avec notre amie l'impératrice. Avec la première question, est-ce que tu peux y répondre que voit-on sur cette lame? Tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que tu vois, toi? On a plein de belles choses, comme à chaque fois. On est toujours happé. Écoute, je vois une jolie dame, en tout cas royale un petit peu, tu vois, qui est assise sur une sorte de fauteuil. Je pense que c'est un trône. Ça fait bien une représentation de l'impératrice, puisqu'il y a aussi pas mal de couleurs chères autour de cette carte. Le bleu et le rouge qui en ressortent beaucoup. Elle est assise et puis elle porte sur la tête une couronne très particulière. Elle a de jolis cheveux blancs également qui volent au vent à l'arrière, puisqu'à l'arrière d'elle, il n'y a rien, donc il y a du blanc aussi. Donc on ne sait pas où elle est très certainement peut-être dehors, je sais pas. En tout cas, c'est pas le fond qui est mis en avant, c'est bien l'image qu'elle représente. Donc elle a sur côté de sa main, elle a donc un sceptre. Oui, c'est ça. Un sceptre, et puis elle a également de l'autre côté, alors on dirait un aigle. Oui. C'est ça. Donc elle positionne un aigle sur le côté. On a l'impression qu'elle le protège un petit peu, son aigle, et de l'autre côté, elle a son sceptre.
Voilà en gros ce que je pourrais dire. Elle regarde à droite, donc pour moi c'est le futur. Voilà. Mais on le sait encore une fois, on le réitère à chaque fois, tout dépend de la façon dont vous positionnez la carte, si vous êtes vous-même celui qui tire la carte pour l'autre ou si vous tirez vous-même la carte pour vous-même. Donc à gauche c'est le passé, à droite c'est le futur. En tout cas voilà, ma vision c'est je me tire moi-même la carte et pour moi, eh bien l'illustration suggère qu'elle regarde sur la droite et donc qu'elle regarde vers le futur. On sent quand même qu'elle est bien positionnée dans son fauteuil. Elle se sent bien dans son fauteuil. Il y a tout un truc jaune autour de son cou. Donc je sais pas si ça peut représenter un collier ou son vêtement peut-être. Je sais pas. Voilà. Ok. Alors maintenant, je vais te dire ce que j'y vois en mettant un peu plus de détails que toi. Alors on y voit, je trouve, une femme déjà, comme tu le dis, qui a une certaine prestance et présence sur cette carte. On voit bien qu'elle prend tout l'espace. Elle est vraiment imposante. Le fond, contrairement à d'autres arcanes qu'on a déjà vus, il est quasiment inexistant. Il est un petit peu derrière elle, ce fameux fond blanc, mais on le voit pas plus que ça. C'est vraiment le personnage qui est mis en avant. Personnellement, je trouve aussi qu'elle a l'air bien ancrée. Elle est bien présente. Alors, comme tu l'as dit, elle porte une couronne rouge et or. Son visage est de face. Mais par contre, son regard est sur le côté, comme tu l'as dit. Et je trouve que quelque part, ça perturbe de voir cet œil qui est tourné alors qu'elle est de face, tu vois. On a presque l'impression que elle a un regard qui est vraiment un qui est tourné sur la droite et l'autre pas du tout. Je sais pas si tu as fait attention à cette subtilité au niveau de ses yeux. Alors j'étais tellement perturbée sur le fait qu'elle regardait sur la droite que j'ai pas vu cette subtilité de cet œil qui effectivement avait l'air d'être plus centré. D'ailleurs c'est très bizarre, oui. Et quand on regarde, ça donne vraiment un sentiment bizarre en se disant, mince, il y a un truc, pourquoi elle a ce regard alors qu'elle est vraiment bien droite, bien ancrée, tu vois. Et on a vraiment l'impression que elle regarde, on sait pas trop quoi en fin de compte, selon quel œil on se base. Elle regarde, en fait, elle est dans son royaume, tu vois, et elle regarde. Il y a peut-être quelqu'un sur la droite qui lui fait de l'œil. Qu'est-ce que tu fais ? Peut-être, peut-être que c'est l'empereur, la lame suivante, va savoir. Ah, qui sait ? C'est vrai qu'il y a ça aussi comme symbolisme, effectivement. Alors, comme tu l'as dit, son visage est encadré de cheveux mi-longs, de couleur blanche. Et si tu regardes par rapport au battleur, il reste plus qu'une boucle dans ses cheveux. Je ne sais pas si tu te souviens, mais le battleur avait des cheveux blancs tout bouclés. Oui. Dans son côté juvénile, tu vois. Oui. Et là, on voit que elle a perdu ses boucles, il lui en reste plus qu'une. Et en fait, la boucle est à gauche, c'est ça ? Oui. Voilà. Alors, elle porte une longue tunique bleue avec un plastron et un collier ainsi qu'une ceinture de couleur or. Et sous sa tunique, elle porte une longue jupe, on peut imaginer cette partie rouge, qui cache même ses jambes jusqu'à ses pieds et qui est vraiment très longue parce qu'on voit les plis présents et qui prend vraiment tout l'espace du bas de la carte. Dans sa main, elle tient un sceptre, comme tu l'as dit, surmonté d'une boule et d'une croix. Dans son autre main, alors pour moi, cet aigle, en fait, c'est plus un bouclier, tu vois, avec comme armoirie l'aigle aux ailes déployées. Alors l'aigle est souvent présent au niveau de la royauté, des empereurs. Je pense que tu as déjà remarqué cela, Alina. Oui, tout à fait. Et on voit bien aussi la tête de l'aigle, elle est tournée dans le même sens que le regard de l'impératrice.
Donc elle est assise sur un grand trône, comme tu l'as dit, de couleur chair. Et le dossier, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est un dossier ou alors des ailes? Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est l'un ou l'autre, tu vois. Enfin, c'est l'impression que j'ai en tout cas. Hein. Ah oui, effectivement, j'avais pas eu cette subtilité de me dire que ça pouvait être des ailes. Pour le moment, j'ai jamais réussi à trancher si c'était vraiment le haut du dossier de son trône ou alors si ce sont de vraies ailes, tu vois. Alors, personnellement, je trouve qu'il dégage de cet arcane une atmosphère vraiment particulière. Hein. Cette impératrice, n'a rien à voir avec les 2 premières cartes qu'on a déjà vues ensemble, et je trouve qu'il y a une certaine force, une ambition qui est qui en émane. Je sais pas ce que tu en penses. Ah, toi, tu penses à l'ambition, ouais, moi que non, ouais, c'est marrant. Ouais. Toi, tu pensais à quoi? Pour moi, en fait, alors, c'est vrai que moi j'ai le tarot des magiciens et à chaque fois j'ai du mal en fin de compte parce que pour moi l'impératrice sur mon tarot des magiciens c'est une sorte de magicienne, tu vois, qui est reliée à la nature et tout et elle a pas du tout la même consonance en termes de symbolisme et même en matière d'illustration. Et là sur le tarot de Marseille, moi j'ai plutôt l'impression que c'est une reine en fait. Et pas une princesse, tu vois, une reine qui sait où elle va, tu vois, qui connaît son job, qui a l'air d'être plutôt zen, bien. Alors oui, elle est orientée sur le futur, toujours sur l'évolution, mais j'ai pas la sensation qu'elle est, toute puissante. En fait, c'est pas toute puissante. J'ai plutôt l'impression en fait que les autres ont une vision d'elle comme toute puissante, mais en fin de compte, elle n'est pas toute puissante. Je sais pas si je suis claire. Oui, tu es claire. Alors, je pense que je t'en ai déjà parlé, Alina. Actuellement, je suis en train d'étudier un autre tarot, surtout par rapport aux lames mineures, hein, parce que j'ai plus de mal avec les mineurs. Et l'impératrice, forcément, hein, j'ai acheté le jeu de tarot et l'impératrice n'a rien à voir avec celle du tarot de Marseille. Et je dirais par rapport à la description que tu as faite du tien, elle est également différente encore. Hein. Mais en fin de compte, j'ai pu constater avec les différents tarots qui existent, hein, l'impératrice est comme beaucoup d'autres lames, hein, sont vraiment uniques à chaque tarot. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. Ah totalement. Comme je t'ai dit, moi je découvre en fin de compte le tarot de Marseille avec toi et les émissions autour de tout ça. Alors que moi j'ai toujours eu plus l'habitude depuis 2016 à peu près, 2015-2016, d'utiliser le tarot des magiciens et donc forcément j'ai pas du tout la même vision. Ah oui. Des lames. Et je pense que chacun a vraiment sa propre vision, parce que en fait ce que je te fais là, c'est le symbolisme, c'est le décortiquage, c'est vraiment ce que l'on voit, tu vois. Oui. Mais par contre, là, il n'y a pas encore l'intuition. Et l'intuition, elle change, mais elle peut changer la donne aussi, hein, dans une interprétation. Hein. En fait, tu vois, quand je la regarde comme ça, vraiment pour moi, elle fait pure. Je sais pas comment expliquer. On sait où elle va, en fait. On a la sensation qu'on sait où elle va, d'où le fait que on ressent peut-être qu'elle a une certaine prestance intense qui s'en dégage, mais en fait, on a vraiment la sensation qu'elle est pas là par hasard, en fait. Je sais pas comment expliquer. Et si elle est sur le trône, c'est qu'il y a une raison, tu vois, comme une sorte de destinée. C'est pas comme la majorité des rois où ils sont nés pour être rois et ils sont élevés au rang de roi. Là, on a vraiment la sensation que cette impératrice, elle a fait un chemin, tu vois, pour être là où elle en est et qu'elle est pas là par hasard, quoi. C'est vraiment la sensation que j'ai là, en la regardant comme ça. Donc on passe maintenant aux couleurs.
Alors, on va commencer par les couleurs dominantes de cette carte, hein. Alors, on peut dire que la couleur chair, la couleur bleue et la couleur rouge sont presque ex-aequo, hein. Donc, mais va falloir trancher. Donc, on va commencer par l'arrière-plan pour venir vers l'avant, hein. Donc, c'est toujours les mêmes choses que je vous avais dit par rapport aux couleurs, sauf que le contraste de quantité va déterminer une autre atmosphère. Alors, avec la couleur chair, je vous avais dit, là, on est vraiment dans l'incarnation, dans la condition humaine. On se rend compte que comme je te l'avais dit dès le départ, hein, notre impératrice est vraiment bien ancrée, elle est présente, elle est dans la matière, elle est là, hein. Alors, je vous avais déjà dit, hein, c'est ni une couleur positive ni négative, mais elle est plus en lien avec la partie du psychisme humain, hein. Et ça, c'est quelque chose qui va bien à notre amie l'impératrice. Elle est vraiment très présente, et on voit bien que ce personnage, avec cette couleur chair, est vraiment ancré dans la matière. Elle est en lien vraiment avec l'humanité, hein, les humains, hein, c'est vraiment quelque chose qui se dégage, hein, de cet arcane, hein. Alors ensuite, on va continuer avec le bleu, qui est aussi dominant, hein, dans cet arcane. Et on se souvient, hein, que le bleu, c'est la couleur de l'eau, des océans, des fluides, de ce qui bouge, ce qui est en harmonie. C'est associé au rêve, à la paix, à la tranquillité. C'est aussi le côté la nuit, l'âme, le féminin. C'est la couleur du secret. Et à nouveau, la spiritualité, quelque part, on a à nouveau le psychisme, la spiritualité, ce sont l'âme, ce sont vraiment des choses immatérielles, mais qui ont leur particularité, qu'elles sont en lien avec l'humain, avec l'humanité. Donc, on a cette double appartenance à l'ancrage, au côté humain, tu vois, des choses. Et donc maintenant, on va continuer notre chemin de la couleur et on va arriver avec le rouge. Et le rouge, sa particularité, si tu te rends bien compte, elle est dans la partie supérieure, en plus petite quantité, on va dire, et en quantité un peu plus grande dans la partie inférieure de la carte, hein. Et on se souvient, hein, le rouge, c'est l'énergie, c'est la puissance, c'est l'amour, la passion. On sait que c'est une couleur qui laisse pas indifférente, mais même si il y en a moins que les autres, elle accroche l'œil, hein, elle est vraiment présente, hein, et elle a un fort impact sur nos fonctions physiologiques, hein, cette teinte. Et on sait très bien que c'est une couleur qui est en lien avec la vie. Et la vie, c'est aussi le côté humain, mais c'est aussi plus loin que ça. C'est la sexualité, c'est la chaleur, ça peut être la violence, hein, à l'extrême, hein. C'est l'action, c'est le masculin, c'est l'esprit. Donc on retourne dans le côté immatériel et humain, hein. C'est le sang, c'est vraiment plein de choses, et on se rend compte qu'avec son bleu et son rouge, eh ben quelque part il y a un équilibre entre le masculin et le féminin, hein. C'est vraiment quelque chose qui pour moi qui est évident dans cet arcane, hein. Donc du coup on va passer au jaune. Oui. Qui est en quantité un peu plus restreinte, c'est des petites touches en parcimonie, hein. Et le jaune, on le sait, c'est la couleur du soleil, c'est la chaleur, c'est à nouveau la vie, c'est l'exubérance, c'est la lumière, c'est le mouvement, c'est l'explosion. Donc il en faut pas trop, mais il en faut quand même pour montrer une certaine dynamique, tu vois. Et
Pour certaines cultures, le jaune, c'est également la fertilité, comme en Chine ancienne. Par contre, à partir du Moyen-Âge, en Occident, il est symbolise de trahison. Donc, il faut le garder aussi à l'esprit, même si, de règle générale, c'est en lien avec aussi la richesse spirituelle. Donc on retourne dans le côté immatériel de l'homme, et il a aussi sa part qui est très importante. Tu parlais du bleu pour la royauté, mais pour le jaune, c'est également en lien. Et on sait que c'est la couleur de l'intelligence aussi, mais du divin. Et en alchimie, elle avait cette propriété importante avec la pierre philosophale de vouloir transformer tous les métaux en or. Et l'or, c'est jaune. C'est on retourne à nouveau avec la matière, l'humain, qui est vraiment, je trouve, très présent dans cet arcane. Il nous reste le fond avec le blanc, qui représente la grâce, la transfiguration, la révélation. C'est aussi la lumière, c'est la pureté, c'est l'esprit divin, c'est le côté de l'initiation, du passage d'un état à l'autre. Et c'est en lien avec la lumière par excellence. D'accord, d'où le fait aussi que ce blanc soit dans le fond. Voilà. D'accord. Dans le fond et en dessous, dans le bas du cartouche où est écrit le mot l'impératrice. Effectivement. Alors mes très chers amis, on va faire une petite pause musicale et on va se retrouver ensuite pour la deuxième partie. N'est-ce pas Mimi ? Oui, la deuxième partie avec notamment les chiffres et la suite. Witches Radio réveillera la sorcière qui est en toi. Witches Radio. Comment trouver la radio qu'il me faut? Une radio sorcière, mais sérieuse comme il le faut. J'ai enfin trouvé la radio qu'il me faut. C'est Witches Radio. Oui, Witches Radio. Witches Radio. La radio qui va vous enchanter. Eh bien les amis, on se retrouve pour la deuxième partie donc de cette merveilleuse lame qui est l'impératrice. Ça va bien ma petite Mimi ? Oui, ça va toujours bien. Tu sais très bien que quand je t'entends, tout va bien. Que c'est beau. Alors là, on était vraiment passionnés, on t'écoutait bien pour la première partie autour de la présentation de cette lame. Et c'est vrai que il y a tellement de choses un petit peu différentes d'un tarot à un autre que là on va la s'orienter, se baser, s'occuper de Papus et surtout du décortiquage donc du tarot de Marseille. Et là pour cette deuxième partie, tu vas nous expliquer un petit peu tout ce qu'on retrouve autour des chiffres associés à cette lame. Oui, c'est tout à fait ça, Alina. Alors, on va commencer par le chiffre 1. Le chiffre 1, on l'a déjà vu ensemble, je vais pas trop m'étaler. Pourquoi le 1 ? Parce que l'impératrice, c'est le seul personnage présent sur cette lame, donc le 1, elle est quelque part unique. On est dans le règne minéral, ça implique l'immobilité. Quand on est ancré, qu'on est bien posé, on ne bouge pas. On est dans la matière, on est présente, on regarde ou on écoute ce qui se passe, mais on est là, quoi. C'est le commencement aussi, nouveau dans la matière. C'est le stade initial, c'est le début conventionnellement. Et on représente symboliquement ce chiffre 1, l'unité. Alors je vais vous passer le laus par rapport au latin, unus, unio, unitas, sem pour simplex, ou l'unité. Vous pouvez vous référer aux anciennes
émissions et notamment avec notre ami le battleur où j'ai plus décortiqué ce chiffre 1. Ce qu'on peut dire, c'est que dans le langage moderne aussi, être le numéro 1, ça a de l'importance. C'est la capacité de dominer, de vaincre, d'être le meilleur. C'est une attitude positive aujourd'hui. C'est en fait c'est la primauté, c'est le côté unique. On est le premier, on est le meilleur. Alors avec ce 1 aussi, on peut ajouter que c'est la création dans l'amour. On peut dire que le 1 est tout, et tout est le 1. C'est vraiment quelque chose d'important. Et ce 1 nous renvoie à nouveau à la lettre grecque, l'Aleph, qu'on a vu avec notre ami le battleur, qui signifie le divin et le commencement. Donc, c'est présent, on l'a vu avec le décortiquage des couleurs, que le divin, le commencement était là aussi. Pour les francs-maçons, le chiffre 1, c'est en lien avec le centre, l'œil, tu sais, dans le delta lumineux, autrement dit, l'œil de la conscience, l'œil qui voit tout. C'est quelque chose d'important pour eux, et je pense aussi par extension pour notre amie l'impératrice. Alors maintenant on va se retrouver avec le chiffre 3. Donc on avait déjà vu le 3, c'est le règne animal. Donc on a déjà évolué, on est passé du minéral, du végétal à l'animal. On y voit deux courbes en harmonie. En fait, l'animal est relié à la terre, mais aussi au ciel quelque part. Mais par contre, il n'est ni attaché à l'un ni attaché à l'autre. Il est uniquement dans l'émotion. Il en est même quelque part un peu un esclave. Et on peut dire que les courbes, ça représente la bouche. Et la bouche, elle est à double tranchant. Si on va prendre notre part animale à nous, avec la bouche, on peut mordre quand on mord dans une pomme, par exemple, mais on peut aussi embrasser. Donc on a quelque part le désir, l'amour, et puis le côté plus animal. Ce qu'on peut aussi dire par rapport à ce chiffre 3 et au règne animal, c'est que l'animal, il est à la fois proie et prédateur. Et selon les cas, il peut être les deux ou l'un ou l'autre. Et c'est ce qui implique aussi le fait qu'il a tout le temps peur quelque part, parce qu'il ne sait pas s'il va être prédateur ou proie à chaque moment de sa vie. Alors le 3 aussi, il est la synthèse, la totalité. En fait, il relie le corps, l'âme et l'esprit. On en a parlé avec les couleurs avant. On a vu le corps, c'est la matière, c'est le côté ancrage, l'âme et l'esprit. Là, on est dans le côté inconscient, immatériel, où j'en ai fait également allusion dans les couleurs avec notre amie l'impératrice. Alors mais on peut aussi dire que le 3, il est en lien avec le royal, le sacerdotal et le prophétique. C'est aussi 3 aspects qu'on retrouve dans notre amie l'impératrice. L'impératrice, c'est en lien avec le royal. Le sacerdotal, peut avoir aussi un lien avec ce côté-là. Prophétique, on est dans le côté magie, dans le côté ésotérique. Et on peut aussi dire que le 3, c'est la pensée, la parole et l'action. Donc on pense dans notre tête avant de verbaliser les choses, et aussi, le cas échéant, avant de passer à l'action. Ça résume aussi bien notre impératrice. Je vous en avais parlé également, chez les hindouismes, le 3 représente également le son Om.
tu sais, quand ils rentrent en méditation et qu'ils font le Om sans fin, quoi. Hein. Moi, je vais m'arrêter là. Le 3, donc phonétiquement, c'est le Gimel. Le Gimel, je vous en parlerai un petit peu plus. C'est la lettre hébraïque hein, pour nos amis les kabbalistes. Mais on va s'étendre un peu plus sur le sujet un peu plus bas quand on arrivera à la partie hébreu. Tout ce que je peux vous dire maintenant pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, c'est le Gimel, c'est l'esprit actif, c'est le côté créé, mais c'est aussi le corps passif qui est créé. Et en même temps, à la fois, c'est l'âme, et l'âme, elle est active et passive. Et en fait, c'est un état intermédiaire entre l'esprit et le corps. On va arriver chez nos côtés nos amis les francs-maçons. Pour eux, le 3, il correspond au chiffre de l'apprenti, mais aussi au nombre de coups que l'on frappe à la porte. Je t'en avais parlé de ça, hein, inconsciemment, quand on toque à une porte, on en met 3. Oui. Et en fin de compte, le 3 aussi est très présent dans les loges maçonniques. On parle alors de triple accolade, de triple acclamation, entre autres, hein, mais bien d'autres choses. Et eux aussi, ils ont 3 fondements importants, qui est la sagesse, la force et la beauté. Et les 3 lumières du franc-maçon, ce qui est vraiment important pour eux, c'est le compas, l'équerre et la loi sacrée. Tu vois, on retrouve cette trinité un peu partout, pas uniquement dans les religions catholiques, quoi. Alors moi j'ai lu, je sais pas si tu le sais, autour du chiffre 3, que c'était aussi un chiffre magico-religieux, d'ailleurs qu'on peut retrouver sur le site luminescence.org. Et en fait, ils expliquent que d'un côté, tu as donc la bonne pensée, la bonne parole et la bonne action, et donc ça fait 3. Et de l'autre côté, tu as aussi son inverse, qui est la mauvaise pensée, la mauvaise parole et la mauvaise action, et qui sont attribués là à l'esprit du mal. Alors là, c'est le côté un peu magico-religieux qu'on peut retrouver, hein, si vous voulez décortiquer le symbolisme du chiffre 3, sur le site luminescence.org. Il y a plein de jolies choses aussi sur ce site. Oui, ce site-là est vraiment très intéressant. Et c'est vrai que le 3, il y a énormément de choses à dire. Hein. C'est vraiment... Mais il faudrait presque toute une émission rien que pour le 3. Hein. Mais il faut retenir que c'est régulièrement en lien avec une trinité, un concept de 3 éléments qui forment un tout, qu'il soit négatif ou positif. D'accord. Alors maintenant, on va s'atteler au 6. Alors tu vas me demander pourquoi j'ai choisi le 6 à ton avis ? Je me suis posé cette même question quand j'ai vu ce chiffre apparaître dans ton plan. Je me suis dit, tiens, c'est étrange, 6. Alors j'ai essayé de compter. J'ai essayé de trouver où est-ce qu'il y avait un 6. Alors, si tu regardes à l'opposé de l'aigle, sur le même axe, 6 petites choses qui apparaissent. Alors, est-ce que ce sont des plumes ? Ouais. Est-ce que... Je sais pas trop ce que c'est, mais tu vois bien qu'il y en a 6. Tout à fait. Alors qu'en bas à gauche, si c'est des petites herbes, il y en a 5. Voilà. D'accord. Ça y est, j'ai trouvé. Merci. Oui, de rien. Alors, on sait, je sais pas trop ce qui veut dire si ce sont des plumes, par exemple, mais le 6 a une symbolique importante parce qu'il est en lien avec l'ange. Et l'ange, on est de nouveau dans le côté de l'âme qui est présent avec notre impératrice, mais c'est l'âme qui a fini son cycle de réincarnation. Et il devient pleinement esprit. Donc l'esprit est très présent aussi dans cet arcane. Hein. C'est pour ça que je voulais mettre en évidence le 6. Hein.
Et on peut dire que c'est l'ange, il est pur, c'est un canal vibratoire. Alors qu'on soit chrétien ou pas, hein, peu importe, l'ange est vraiment commun à beaucoup de traditions et pas uniquement dans la tradition chrétienne. Hein. Je pense que tu le sais, Alina. Hein. Oui. Le 6, c'est aussi la nouvelle vie. Car il y a une forme d'un fœtus en fin de compte. Hein. Sans s'en rendre compte, à chaque fois que l'on trace un 6, on transmet quelque part toute la sagesse qui est enfermée dans ce 6. Et le 6, il est également en lien avec l'étoile à 6 branches. Tu sais, quand tu représentes l'étoile en faisant 2 triangles, un triangle vers le haut, un triangle vers le bas. Donc je vous ai fait une représentation hein, de ce symbole du triangle avec l'étoile. Je pense que tu l'as sous les yeux, Alina. Oui. Alors là, la pointe du haut, c'est le feu. La pointe, alors je vais faire un triangle par triangle. Donc le triangle, on va dire vertical avec la pointe du haut, c'est le feu. Et sa base, on a l'humide et le froid. Et le triangle qui est dans l'autre sens avec sa pointe vers le bas, c'est en lien avec l'eau. Et à sa gauche en haut, c'est le chaud et le sec. Et entre les deux, au croisement, on a l'air et la terre. Donc on se rend compte que on a les 4 éléments, l'air, l'eau, le feu et la terre, et on a aussi ce qui est en substance, le chaud, le froid, le sec et le chaud. Non, l'humide, pardon. Je sais pas si tu avais déjà fait ce lien-là. Ah, pas du tout. Là, c'est une découverte. Par contre, donc ça, on va dire que c'est le côté positif. Hein. Mais si on va chez nos amis les chrétiens, une fois de plus, pour eux, il y a le négatif qui ressort. En fait, le chiffre 6 est péjoratif parce qu'il est dans l'Apocalypse. Il serait le nombre du péché. Et aussi le chiffre qui est en lien avec Néron, parce que en gématrie, si tu additionnes le nombre des chiffres, tu fais ta réduction, il est en lien avec le 6e empereur. Et il a été nommé 666, son surnom, où c'est vraiment le chiffre de la bête, c'est le mal absolu, quoi. Effectivement. Alors moi au départ je me suis dit le 6, pourquoi le 6 ? Je me suis dit 3 x 2 en fait, tout simplement, parce que c'est déjà la 2e lame du tarot qu'on fait, où on a le symbole d'une dame, donc 3 x 2, tu vois. Sinon j'aurais pu penser à 3 x 3, tu vois. Oui, aussi. La 3e lame. Et non. Et non. Et non. Et non. Je suis l'élément perturbateur. D'ailleurs je me pose aussi la question, alors tu vas en parler juste après, pourquoi le chiffre 8 ? Je suis en train de chercher. Le 8, il a aussi une place. Si tu comptes, alors là, tu vas carrément vers notre ami l'aigle, c'est le nombre de plumes qui est présent dans la queue de notre ami l'aigle. D'accord. Donc là, ça, c'est aussi des petites clés pour les witches qui veulent effectivement un petit peu décortiquer une lame. Vous pouvez, en fin de compte, compter. Voilà, si vous voulez utiliser la numérologie dans votre tirage, vous pouvez compter. D'ailleurs, t'as pas compté les petits triangles sur sa couronne ? J'ai compté les triangles, ça va suivre après. Ah, d'accord, c'est le fameux chiffre qu'on voit après. D'accord. Voilà. Je vais trop en avance, les amis, je vais trop en avance. Oui, tu veux tout savoir avant la fin, Alina. Tu es impatiente. Non, c'est juste que comme je la regarde, je l'observe là depuis tout à l'heure, je t'écoute, en même temps je la regarde, je me pose des questions au niveau des chiffres, je me dis qu'est-ce qu'elle a dû compter pour qu'il y ait ce chiffre-là et tout, donc voilà. C'est l'étape d'après. Là, pour le moment, on est au 8. Alors, comme tu le sais, et les witches aussi, le 8, il est en lien avec le symbole de l'infini. Tu sais, ce fameux 8 couché, hein. Et
ça représente en fin de compte l'équilibre. Et on voit bien que notre impératrice, c'est quelqu'un d'équilibré. Elle est là, elle est dans la matière. Le 8, t'as l'impression que l'on voit un cercle l'un sur l'autre. Et en fin de compte, on a 2 cercles, tu vois. On peut y voir du coup le haut du cercle qui représente le ciel et le cercle du bas qui représente la terre. Donc on a à nouveau des liens comme on avait vu avant, Alina, entre le divin et l'humain. Tu vois. Donc ce chiffre aussi est présent dans plusieurs religions et croyances mythologiques. On l'a par exemple dans la rose des vents. Le nombre de pétales de la fleur du lotus de Bouddha, c'est aussi 8, en passant par les Incas et celui des ancêtres primordiaux dans leur dynastie. Le 8 est présent également dans la Bible. Alors petit rappel, la durée de la création, 6 jours. Le 7e jour, celui de l'homme. Et le 8e jour, celui du repos, celui qu'on attribue aussi à Dieu ou au Christ, tu vois. Et les anges qui portent le trône céleste, ils sont 8. Donc tu vois, le 8 est vraiment un chiffre omniprésent. Et donc je t'ai remis un autre schéma par rapport à un octogone dans un carré. On se rend bien compte que ce qui symbolise entre la rencontre entre le ciel et la terre, tu vois, par rapport aux différentes croyances. Tout à fait. Alors, on va continuer maintenant avec le chiffre suivant. Alors, on a les triangles dans le collier et les pics de la couronne. Donc, tu as compté, il y en a combien ? 13. Je vais te la faire dans l'autre sens, la question. Il y en a 13. Voilà. Et Bravo, Alina. Bravo. Alors, le nombre 13, on peut le décortiquer de 2 façons. On peut faire 1 plus 3 égale 4 ou le laisser à 13. Alors, on va commencer par le 1 plus 4, qui est le symbole de la stabilité dans le plan matériel. Donc, encore une fois, notre impératrice, c'est vraiment quelqu'un de stable, d'ancré, si tu préfères. Le 4, ça définit les 4 piliers du monde, les 4 piliers terrestres. Le 4 est le nombre de l'arcane majeur numéro. Donc la suivante de l'empereur, qu'on verra le mois prochain, qui veille sur son empire, sur ses biens. Alors, au contraire du 4, le 13 symbolise le travail de détachement et du deuil. C'est la fin d'un cycle avec le 13. C'est le signal d'un recommencement avec l'idée de refaire, de reproduire quelque chose ou de quelque chose de nouveau aussi. Ce nombre est considéré par certains de mauvais augure, de porte-malheur, et pour d'autres, c'est un état sublime, c'est une puissance. Sur le plan spirituel, cet arcane exprime une activité motivée par un élan irrationnel ou incontrôlé, puisque l'arcane n'a pas de dénomination. Je te parle de l'arcane sans nom là, qu'on verra. Si on suit l'ordre, ça sera que l'année prochaine, mais on l'a déjà vu entreaperçu l'année dernière. Donc ça, faudra qu'on en discute par rapport aux arcanes qu'on a déjà vus ensemble. Alors le 13 confirme que on est dans un plan émotionnel et sensible. En fait, l'arcane
8 et l'arcane 14, bon, on les verra plus tard, hein, ça reflète le monde sensible, l'aspect subtil et parfois irrationnel, qui émane du sentiment, qui est enraciné dans l'inconscient. Donc le noir est la couleur de l'inconscient, et on se rend compte que dans cet arcane, mis à part les contours, quelques hachures pour faire des ombres, il est là, il est quand même là, ce qui prouve que on a quand même un lien avec ce côté inconscient, tu vois. Il est quand même présent, hein. Même s'il est là de manière subtile par rapport au reste des couleurs, qu'on le voit peut-être pas spontanément pareil, tu vois. Alors, en fait, ça signifie quelque chose qui agit dans notre inconscient. Ça nous pousse à nous séparer du ce qui est vain, à avancer vers un désir essentiel, vers l'indépendance de la pensée, de l'action. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur de nous, mais en fait, c'est une résultante de l'apprentissage, ce qui nous transforme en fin de compte de l'intérieur, tu vois, et qui n'est peut-être pas forcément visible tout de suite ou au premier plan. D'accord. Eh bien, merci ma petite Mimi pour cette deuxième partie enrichissante et magique autour du symbolisme des chiffres qu'on retrouve sur cet arcane. C'était vraiment hyper intéressant et pertinent, bien évidemment. Donc, on pourra aussi s'amuser, si on le veut, à la maison, en regardant cette lame, essayer de trouver peut-être d'autres chiffres. Ça peut être un joli travail à faire. Oui, bien sûr. Après, par rapport au chiffre 1, j'aurais pu dire la boucle unique qui lui reste, tu vois, une boucle. Après, on peut s'amuser à compter d'autres choses aussi, tu vois, qui sont présentes. J'ai un peu parlé du 4. On voit qu'elle tient son sceptre et on voit que 4 doigts, tu vois. Ah, effectivement, oui. Il y a différentes choses chacun peut creuser selon sa sensibilité, son état d'esprit du moment aussi. Il y a différentes choses à voir, quoi. Tout à fait, ma très chère Mimi. Écoute, on va faire une petite pause musicale et puis on se retrouve pour la troisième partie. Oui, on a encore les éléments, tu sais, la couronne, le sceptre, ces choses-là qu'on n'a pas vues ensemble. Oui, tout à fait. Donc la suite, ce sera autour des objets que l'on retrouve sur cette lame. Voilà, c'est ça. À tout de suite les amis, à tout de suite Mimi. À tout de suite Alina. L'univers secret et initiatique de la sorcellerie, c'est sur Witches Radio. Comment trouver la radio qu'il me faut? Une radio sorcière, mais sérieuse comme il le faut. J'ai enfin trouvé la radio qu'il me faut. C'est Witches Radio. Oui, Witches Radio. Witches Radio, la radio qui va vous enchanter. Hello les Witchies, on se retrouve donc pour la troisième partie sur le décortiquage de la lame de l'impératrice avec Mimi Mireille. Ça va toujours Mimi? Jolie pause musicale, n'est-ce pas? Oui, parfaite, cette pause musicale, tu as bien choisi. C'est gentil. Alors là, pour cette troisième partie, c'est vrai que ça va très très vite, on arrive presque à la fin, en milieu d'émission, on va dire. Milieu, presque fin. Et là, donc tu vas donc décortiquer toute la partie avec les objets. Quel objet on voit? Et après coup, il y a une partie hébreu. Voilà, c'est tout à fait ça. On a hâte, ma très chère Mimi. Alors, qu'est-ce qu'on voit comme objet? Alors, c'est parti. On va commencer de haut en bas, plus ou moins. On va commencer par la couronne. Donc, comme tu le sais, la couronne est en lien avec la royauté. On se transmet la couronne de génération en génération, comme le veut la tradition. La personne qui porte la couronne, c'est elle qui gouverne. La couronne, alors celle-ci,
est plus ou moins en forme de cercle un peu pointu, hein, et la forme plus ou moins arrondie de cette couronne, ça représente l'union, la protection, la perfection. Tiens, Alina, regarde, on a à nouveau une trinité de 3, l'union, la protection, la perfection. Tout à fait. Et la portée sur la tête, ça représente l'autorité et le pouvoir. La couronne, c'est vraiment un symbole universel qu'on retrouve pour tous les souverains et dans tous les pays, que ce soit en Égypte. Alors, avec nos amis les pharaons, hein, qui portaient une couronne, en passant chez les Grecs antiques, chez les Romains, jusqu'au Christ, mais aussi dans les royautés encore actuelles. C'est vraiment un symbole qui est, comme je te le disais, comme son nom l'indique, universel. Alors c'est vrai que selon les époques, selon les pays, selon les régions, les coutumes, elle n'a pas forcément toujours le même aspect, mais ça reste toujours une couronne. On va passer au sceptre, qui est également un symbole de pouvoir, hein. En fait, le sceptre, c'est une sorte, je vais déjà expliquer ce que c'est, hein. C'est une sorte de bâton, en fait, qui est en prolongement du bras, un peu comme la baguette, tu vois, pour la magie, hein. C'est vrai que moi, j'avais pensé effectivement à une baguette magique. Enfin, une grande baguette, donc un grand bâton. Oui. C'est sûr qu'elle est imposante. Ouais. Alors le sceptre, en fait, c'est également un symbole d'autorité, de puissance, de pouvoir. C'est l'apanage de tous les souverains. Et briser son sceptre, en fait, c'est renoncer à l'autorité. Alors je sais pas si, enfant, tu te souviens si tu avais lu Le Sceptre d'Octokar de Tintin. Pas du tout. Alors dans cette histoire, il y a tout un côté par rapport au sceptre qui a disparu, et en fait le nouveau souverain, il peut pas être souverain, donc Tintin va entrer en action, tu vois. Dans tous les pays, dans toutes les royautés, les coutumes, les époques, le sceptre a également son importance. Et en Égypte ancienne, par exemple, le sceptre de la déesse, c'était un sceptre magique. Tu vois, quand je te parlais de baguette magique, avant, on n'en était pas loin. Et pour eux, ce sceptre de la déesse, il symbolisait la joie. Pour les pharaons, le sceptre a une double signification. Il est le prince de la fécondité et le prince impitoyable dans la colère. Tu vois, toute une symbolique importante autour de ce sceptre. Chez nos amis tibétains, le sceptre serait plutôt associé à la puissance des éclairs qui incarnent la germination. Donc, autrefois, tu sais, on savait pas trop ce qui se passait, pourquoi et comment, mais on avait des symboliques qui étaient là, des croyances, et le sceptre en faisait partie. Alors tu pourras voir dans le plan, je t'ai mis des exemples de sceptres variés, hein. Tu as des sceptres, le sceptre d'un pharaon, tu vois le deuxième, hein, oui, par exemple. Oui, je vois. Le premier, c'est un autre sceptre royal, tu vois. J'en ai pas mis une collection non plus grande, mais pour te montrer que il peut avoir différentes formes, ce sceptre, hein. D'accord. Et on va peut-être continuer, ou tu voulais ajouter quelque chose concernant le sceptre? Non, c'est une grande baguette magique. Voilà. Voilà, c'est un bon résumé. Qui transmet de l'amour, voilà. Tout à fait. Youhou, baguette magique. Alors on va aller du côté de notre ami l'aigle. Alors l'aigle, c'est la puissance, la combativité, c'est le symbole de la guerre et de la victoire. L'aigle tue les serpents et les dragons, on dit, hein. Alors on voit aussi que si tu retournes au niveau dans l'histoire, hein, un peu plus loin,
Napoléon avait choisi l'aigle pour symboliser ses victoires. L'Allemagne nazie avait également repris l'aigle et deviendra le symbole du rassemblement de Nuremberg par les nazis. Beaucoup plus loin, dans la Rome antique, il avait été également l'emblème de César. Dans différentes cultures, dans différents pays, dans différentes époques, l'aigle est vraiment un symbole fort et quand tu vois que ce soit les nazis, César, Napoléon, c'était tous des guerriers quelque part et des combattants qui cherchaient la puissance et la victoire. Alors c'est pas innocent que l'aigle ait ce symbolisme parce que c'est un oiseau solaire, l'aigle, et il est le roi de tous les oiseaux. Alors on va aller voir du côté de la croix. Alors la croix, on en a déjà parlé. La croix n'est pas uniquement un symbole chrétien comme on peut l'imaginer. Donc petit rappel, pour les chrétiens, elle symbolise la souffrance et le sacrifice de Jésus sur la croix. Mais elle est présente dans d'autres cultures. Alors j'en avais mis 3 en exemple. La croix solaire, qui est présente depuis le néolithique. Donc c'est une croix dans un cercle. C'est le symbole celtique, puis catholique des îles britanniques. Pourquoi cette croix est dans un cercle? C'est parce qu'elle évoque le dieu soleil, la lumière éternelle. Ensuite, on a une croix. Donc, tu fais un trait vertical et sur la partie haute, tu fais 2 transversales. La première plus petite que la deuxième. En fait, c'est en lien avec la croix de Lorraine, par exemple, la croix patriarcale ou l'archiépiscopale. En fait, cette croix a plusieurs noms. Donc la croix patriarcale, elle représente la croix latine, mais avec 2 traverses, comme je te le disais. Et en fait, la traverse plus courte s'appelle Titulus Crucis, l'écriteau de la condamnation, au-dessus de la tête du Christ. Alors, comme je vous en avais parlé, la croix de Lorraine, qui était historiquement la croix d'Anjou, ressemble à cette croix patriarcale. En fait, les ducs d'Anjou ont utilisé cette croix. Par la suite, les ducs d'Anjou sont devenus les ducs de Lorraine. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, cette croix de Lorraine fut en opposition à la croix gammée des nazis. Donc on se rend compte que la croix a vraiment une symbolique particulière pour tous les peuples, peu importe quelle forme elle a. Et chez nos amis égyptiens également, on a la croix de Ankh, A-N-K-H. Alors mon égyptien, c'est pas trop ça. Je sais pas comment toi tu prononcerais ce mot, Alina. Alors là, tu me poses une colle énorme. Je sais pas du tout. En tout cas, je sais comment il s'écrit, mais je sais pas trop comment il se prononce. Mais on va dire Ankh. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est très bien, Ankh. Ok. Alors, beaucoup de divinités égyptiennes avaient cette croix de Ankh, et notamment la déesse Isis. Alors, Isis, il y en a pas mal qui l'aiment bien, cette déesse, j'ai remarqué en discutant sur le chat. En fait, elle avait aussi comme autre nom, comme ciel du Nil, ou clé de vie, ou croix de vie. Ça, c'est déjà plus simple à prononcer. Je pense que tu es d'accord avec moi. Ah bah oui, c'est autre chose. Oui. Alors, on utilise également en association entre un homme et une femme pour montrer leurs différences, mais aussi leurs ressemblances. Et maintenant, on va terminer par la sphère, parce qu'en fait, tous ces éléments sont sur ce sceptre, la croix et la sphère forment le sceptre de notre impératrice. La croix, donc la sphère, c'est l'unité et l'infini, mais aussi la totalité. Elle est le symbole de la force et de la perfection. Dans l'hémisphère nord, il est en lien avec le positif, la lumière, le yang, et dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse. C'est le négatif, c'est les ténèbres et c'est le yin.
Alors, on va aller du côté de l'hébreu avec notre amie l'impératrice. L'impératrice est en lien avec la 3e lettre de l'hébreu de l'alphabet hébraïque, qui est le guimel. On en a vu une petite aparté un peu avant. Le guimel représente le G et sa valeur numérique est le 3. En français, évidemment, on dit G. Et pour nos amis les Grecs, c'est le gamma. Alors, le guimel, ça veut dire chameau ou le guet. En gématrie, comme je viens de te le dire, c'est le 3. Donc la symbolique du 3, on l'a vu ensemble, je vais pas la réitérer là tout de suite. Et la planète qui est associée à cette lettre est Jupiter. Alors Jupiter, vous le connaissez tous, c'est le fameux dieu romain, celui qui gouverne la terre et le ciel, mais aussi tous les êtres vivants qui s'y trouvent. Jupiter est également le maître des dieux et il est originellement le dieu du ciel et sa caractéristique était associée au présage céleste lié à la pratique divinatoire des prêtres de Rome. On lui attribue à ce souverain romain, l'attribut de l'aigle à nouveau, qui est présent sur cet arcane, mais également la foudre. Jupiter, alors la partie astrologie, là je vais avoir un peu plus de réserve, comme c'est un peu moins mon domaine, mais tu vas venir à mon secours, mais je crois qu'il est en lien avec le niveau professionnel et financier, mais aussi c'est le rayonnement social, c'est ça ? Tout à fait, Mimi. Et tu as peut-être quelque chose de plus à nous rajouter par rapport à Jupiter ? Bah écoute, franchement, Jupiter, qu'est-ce qu'il y a à dire sur Jupiter ? Alors déjà, tu m'aurais posé la question sur Saturne, je t'aurais dit « Wow, rock'n'roll !» J'aurais été super contente, moi je suis une saturnienne. Donc je connais plein de choses autour de Saturne, mais alors Jupiter, je suis une bille. Et moi, je suis une mercurienne qui s'ignorait jusqu'à dimanche dernier. J'ai découvert que j'étais pas saturnienne. Donc, je suis en train de faire des recherches sur Mercure. Donc, mes connaissances concernant Jupiter en astrologie sont très limitées, on va dire. D'accord. Mais tout ce que tu as expliqué, bien évidemment, c'est positif en termes de symbolisme autour de Jupiter. Mais surtout, il a un rayonnement social qui est important. Il est lié aux finances également. Donc oui, il y a tout plein de symbolismes autour de Jupiter qui sont assez forts. Notamment, il est relié à la foudre et au tonnerre. Il est symbolisme de toute puissance en fin de compte, Jupiter. Oui, de toute façon, c'est le roi des dieux, et de tous les êtres vivants en fin de compte. Donc c'est vraiment the chef, quoi. Tout à fait. Il y a une sorte de grande influence de lumière qui émane de Jupiter aussi. Donc c'est magnifique, magnifique à voir. Et son attribut, c'est l'aigle aussi, en plus de la foudre. Oui, j'ai cru comprendre, effectivement. Oui. C'était l'aigle. Donc on retrouve bien Jupiter dans l'arcane sans le citer clairement. Ça donne des pistes nouveaux, on va dire, qui sont peut-être pas visibles et compréhensibles à l'œil nu, mais quand on fait des recherches, tu vois. Oui. Donc voilà, pour en conclure, c'est vraiment l'expansion. De toute façon, tout ce qui est relié à Jupiter, c'est que bénéfique en termes d'astrologie. Après, tout dépend également de la façon dont sont positionnées vos planètes, si elles sont bien ou mal aspectées. Alors, mal aspectées, non, on peut pas dire mal aspectées, aspectées d'une certaine manière qui fait que vous avez une difficulté qui peut s'opérer parce que la planète est moins bien positionnée. Mais sinon, en soi, Jupiter, c'est quand même quelque chose d'assez, magique à vivre, surtout en matière de professionnalisme. Voilà. Oui, c'est vraiment la force Jupiter qui émane de lui, qui est vraiment omniprésente, quoi. C'est quelque part, il y a un certain charisme avec Jupiter, Tout à fait. Qui se dégage de lui, En un mot, Jupiter, c'est la réussite. Si on pourrait, synthétiser, en gros, c'est ça ma petite Mimi.
D'accord. Eh ben, je te remercie pour toutes ces informations complémentaires que je ne connaissais pas sur Jupiter. Alors, le signe ou le symbolisme associé à ce guimel, c'est le chameau. Un autre symbolisme que l'on peut rencontrer, c'est le berger, le passeur, le pont. Et il est associé avec la couleur orange à rouge, voire même un peu violet. Et la signification, les caractéristiques vraiment importantes, c'est le passage, c'est le lien, c'est le don. On verra ça aussi avec notre amie l'impératrice. Et je t'ai trouvé une petite illustration d'un chameau avec un triangle pour te mettre en lien avec le triangle d'or et notre ami le guimel. Hein. C'est marrant que ce soit la représentation d'un chameau quand même. Ouais. Et le chameau est en lien avec le guimel, mais aussi le chamelon. Tu sais, le bébé du chameau. Hein. Oui. Et pourquoi ? Parce qu'il marche vers le sud, vers la lumière de l'unité. Tu sais, quand ils se déplacent dans le désert, là, ensemble, avec ou, on va dire, sans les humains, parce que les humains les guident pour aller dans une direction, mais le chameau, lui, il se déplace vers le sud, vers la lumière, tu vois. D'accord. C'est le chemin vers la mer, vers l'amour, qui a comme racine commune, alors Dieu, mais peu importe quel Dieu, quoi. Hein. Le chameau, il marche lentement, il a une allure régulière et déterminée. Comme le cheval, le chameau peut être monté par les hommes. Je vous ferai je crois que je l'ai pas encore faite, elle sera à faire, je sais plus, où je vous parlerai du chameau et du dromadaire, donc vous aurez plus d'éléments à ce moment-là. Mais l'homme se laisse guider par le chameau, autrement dit vers son destin, et c'est en lien avec l'ouverture de la conscience. Le guimel, en fait, il représente l'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Alors, on peut dire que grâce au chameau, l'homme traverse le désert de son existence en toute confiance. Guimel évoque l'âme qui retourne à la source pour boire l'eau de vérité et remplit ses réserves personnelles. Alors, il y a un chanteur que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Gérard Palatra et je trouve qu'il a une chanson qui exprime bien toute la symbolique du guimel avec ce retour à la source pour boire l'eau de vérité. Hein. Sa chanson s'appelle Écoute la source du bonheur. Je trouve qu'il y a vraiment un lien avec cette chanson qui est magnifique. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir les créations de Gérard Palatra par la suite si vous avez aimé cette chanson. Et Alina, je pense qu'elle va vous diffuser un petit extrait de la chanson. Tout à fait, ma petite Mimi. Donc on laisse écouter les petites mirettes, non, les petites oreilles, pour découvrir ce merveilleux titre. Witches Radio réveillera la sorcière qui est en toi. Witches Radio. L'univers secret et initiatique de la sorcellerie, c'est sur Witches Radio. Waouh, bah écoute, c'était magnifique, hein. Ah je suis contente que tu as apprécié. C'est vraiment une chanson qui me touche énormément et généralement presque tout ce que fait Gérard, ça me parle énormément. Mais on en avait déjà parlé ensemble. Hein. Tout à fait. Alors je vais reprendre le cours de l'alphabet en parlant de notre ami le guimel. Hein. Guimel, c'est aussi le passage, c'est le pont, c'est le guet, c'est l'aller-retour. Il nous invite à franchir le guet pour cultiver les aspects de notre existence, à savoir le matériel et le spirituel. Donc on se retrouve à nouveau dans les énergies
de notre amie l'impératrice, qui est en lien avec le matériel et le spirituel. La vérité est derrière le guet. C'est un chemin intérieur qu'il faut faire le plus possible pour être en lien avec la source. Alors le guimel et le triangle d'or, on avait vu avant ensemble dans le descriptif. Le triangle d'or, c'est le triangle de Dieu ou le delta rayonnant. Il symbolise la lumière, la voie du retour vers Dieu. Alors Dieu, vous mettez derrière votre croyance. C'est pas forcément le Dieu chrétien. C'est Dieu en général, ça peut être le grand tout, ça peut être Gaïa, ça peut être vraiment ce que vous mettez en avant dans votre croyance. Le triangle d'or, donc comme je viens de vous le dire, représente Dieu. Il est le grand architecte de l'univers dans la tradition maçonnique. Le 3 égale 1 plus 2, ce qui nous amène au pont, au passage, la rencontre, mais aussi l'équilibre et l'harmonie. Avec le 3, l'homme, il complète l'unité entre le ciel et la terre. 3 symbolise l'âme humaine entre l'esprit supérieur et le corps matière. Guimel, dans le taoïsme, correspond à la source, la grande mère, la voix. Et Guimel est en lien, comme on l'avait vu, avec Jupiter pour les Romains et son homologue grec, Zeus, pour nos amis grecs. Alors j'en ai fini avec l'alphabet hébreu. D'accord. Bah écoute, on peut dire aux petits witches que l'on se met en pause musicale et on se retrouve après pour la fin de l'émission. Ça te va ? Oui, tout à fait, Alina. Eh bien, écoutez, à tout à l'heure, les witches. Witches Radio réveillera la sorcière qui est en toi. Witches Radio. Comment trouver la radio qu'il me faut? Une radio sorcière, mais sérieuse comme il le faut. J'ai enfin trouvé la radio qu'il me faut. C'est Witches Radio. Oui, Witches Radio. Witches Radio, la radio qui va vous enchanter. Eh bien, on se retrouve, mes très chers witches, pour la fin de l'émission. Et oui, la dernière partie de cette lame numéro 3, cette merveilleuse lame de l'impératrice. Quelle belle émission, ma petite Mimi. Oui, c'est vrai, très belle émission. Sans me jeter de fleurs, j'ai bien aimé tes interactions. Alors, c'est vrai qu'on vous le dit pas officiellement, mais on a eu un enregistrement très particulier pour cette émission. C'était un petit peu rock'n'roll. Je pense que la pleine lune de mardi n'est pas qui est en cause pour cette émission, quoi. Oui, je pense aussi. Enfin bref. On aura très certainement peut-être, qui sait, un bêtisier, qui sait, on sait pas, on verra, si le cœur nous en dit de vous faire découvrir ce qui s'est passé, l'envers du décor de cet enregistrement, qui était somme toute assez atypique. Mais là, on va découvrir cette dernière partie, le message, et puis plein d'autres belles choses autour de cette 4e partie sur l'impératrice. Qu'est-ce que tu as à nous dire de tout ça, ma petite Mimi ? Alors on va parler de son message, et avant d'aller dans son message, j'ai quelques petites mises au point à faire. L'impératrice est la 2e femme dans le tarot de Marseille. Cela ne t'a pas échappé. En fait, c'est l'évolution du battleur, arcane numéro 1, de l'arcane numéro 2, la papesse, autrement dit 1 masculin, 2 féminin, égale l'impératrice. L'impératrice connaît les mystères de la vie. Elle est une mère aimante. Alors, petit rappel, le battleur est entré dans le chemin initiatique, puis il a appris certaines connaissances, et avec notre amie la papesse, et il va les mettre en pratique avec l'impératrice. L'impératrice regarde droit devant elle et elle regarde le présent avec
son mari l'empereur, qu'on découvrira la semaine prochaine, hein, d'où son regard qui est un peu tourné vers lui, qui a un regard d'amour en fin de compte, un regard protecteur qui est tourné vers elle. Alors le battleur, on peut dire que c'est l'enfance. Toi qui aimes la partie psychologique, hein, il est relié avec le moi. La papesse, l'enfant en apprentissage, c'est le surmoi. L'impératrice, qui est l'adolescente, c'est la soif absolue. Et son mentor, c'est l'empereur pour la canaliser. Tu vois un peu l'évolution, Alina ? Donc c'est l'adolescente. Voilà. C'est l'adolescente, mais elle a besoin encore de son mentor pour canaliser, pour pas partir dans tous les sens, de pas être trop euphorique, exubérante, tu vois. Alors je pense que tu as dû remarquer que notre impératrice a comme une sorte de pomme d'Adam. Il y a quelque chose, une petite courbe au niveau du cou. Mais oui. De l'impératrice. On peut dire que avec cette sorte de pomme d'Adam, l'impératrice, qui est une femme, elle a quand même une énergie yin, une énergie masculine qui est en elle. L'impératrice, elle est créative, donc elle a en plus de ce côté yin, un côté yang, qui est le féminin. C'est ce que je te disais, on l'avait vu avec les couleurs de son vêtement. En fait, quelque part, on est quasiment dans l'équilibre entre le masculin et le féminin avec notre amie l'impératrice. L'impératrice, c'est la fécondité, la séduction, le désir, le sentiment, l'élégance, la beauté, mais l'adolescence aussi. La séductrice, elle charme, c'est l'amante, mais aussi une prostituée. Il y a vraiment plusieurs aspects dans le côté femme et on les retrouve dans notre impératrice. Le sceptre montre qu'elle réussit tout ce qu'elle entreprend. Et l'aigle, sur son bouclier, nous montre la force, la volonté qui est en elle. On voit bien que c'est une femme déterminée. Quand elle a une idée, elle va y aller, elle va creuser, elle va aller jusqu'au bout. On peut dire que l'impératrice, c'est une femme de poigne. Autrement dit, tu sais l'expression « la main de fer dans un gant de velours ». C'est vraiment ce qui caractérise notre impératrice. Elle sait être un soutien important, voire indispensable pour son conjoint, grâce à son énergie féminine. Et je pense que tu connais l'adage qui est bien connu et qui représente vraiment très bien notre amie l'impératrice. Derrière chaque grand homme se cache une femme. C'est vrai, je connais bien l'adage, oui. Oui. Et c'est vraiment ce qui émane de notre amie l'impératrice. Hein. Mais par contre, l'impératrice aime aussi dire ce qu'elle pense, voire peut-être même diriger. L'impératrice est énergique, intelligente, elle sait anticiper et assume toujours ses choix. Avec elle, pas de demi-mesure, c'est tout ou rien. Le battleur, comme je te l'ai dit, a commencé son premier chemin initiatique avec l'impératrice. On entame le deuxième chemin initiatique car avec la papesse, elle a acquis des connaissances et elle va apprendre à les utiliser. Autrement dit, elle va mettre en pratique ce qu'elle a appris de son initiation qui l'a happé, qui lui parle. Et c'est vraiment une énergie positive, autonome. Tu vois, cette impératrice Alina. Bah écoute, franchement, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. J'imaginais pas tout ça autour de l'impératrice, hein. Comme je t'ai dit, moi, c'est vrai que ma carte de base, avec le tarot des magiciens, c'est pas du tout la même énergie, le même symbolisme, hein. C'est vrai qu'on est complètement dans un autre univers et l'impératrice, et on le voit bien, tu vois, toutes les couleurs
qui sont sur cet arcane. Si tu les additionnes, ça donne le blanc, ça donne la lumière, et c'est vraiment l'énergie qui découle de cette impératrice. C'est l'énergie de l'abondance, tu vois. Elle crée des choses, elle est vraiment productrice. Il y a plein de choses, hein. C'est l'intellect, c'est la réflexion, on est vraiment le yin yang est très présent et ça caractérise énormément notre impératrice, ce côté masculin dans le féminin qui la pousse à être vraiment créatrice, quoi, ou productive. C'est vraiment, et puis elle a le côté féminin, la protection, la tolérance, il y a vraiment l'écoute, tu vois, il y a plein de choses qui se passent au niveau de cette impératrice. D'accord. Merveilleux, ma petite Mimi. Donc maintenant, tu vas parler un petit peu plus, pour finaliser cette émission, de lithothérapie, hein, en fonction de cette troisième lame, donc la lame, hein, bien évidemment, de l'impératrice. Comme je vous avais déjà expliqué, vous pouvez mettre l'arcane de l'impératrice sur votre table de nuit et pourquoi pas y rajouter une des pierres dont je vous ai parlé. Alors, la première, c'est l'opale noble. Alors, portée sur soi, elle chasse la mélancolie, elle développe la sensualité, donc le côté féminin, hein. Elle est l'alliée de la communication verbale, de la gestuelle. Au niveau spirituel, c'est l'éveil, hein. Mais attention, si vous portez directement cette pierre sur la peau, il ne faut pas mettre de lait de corps ou de parfum, car elle va agoniser en silence et elle va mourir. Donc c'est plutôt une pierre à avoir sur soi, dans un petit sac, dans sa poche ou posée sur la table de nuit pour vraiment la préserver, hein. Quelque part, c'est une pierre qui est un peu fragile. Et on a aussi la deuxième pierre aujourd'hui qu'on va parler, c'est la perle. Tu sais, la perle que l'on trouve dans les huîtres. Alors, vous pouvez porter, hein, sur vous cette pierre. Elle est efficace contre les aigreurs d'estomac, elle consolide les os. Sous l'oreiller, elle est l'alliée des reins. Mais attention, c'est la même chose, hein, que notre amie l'opale noble qu'on a parlé, hein. Elle aime pas le lait pour le corps et le parfum, hein. Donc c'est vraiment à éviter. Si vous portez tous les jours un lait de corps ou du parfum, il faut vraiment la mettre plus loin, quoi, hein. C'est faire un choix. C'est la pierre ou le lait de corps et sentir bon. C'est à toi de voir, Alina. Ok. Alors maintenant, on va aller du côté des huiles essentielles. On va aller du côté du magnolia, Michelia alba, son petit nom savant, hein. Alors au niveau physique, le magnolia, c'est bon pour atténuer, tu sais, en petit massage, ça atténue les rides, la coupe rose, tu sais, ce qu'on peut avoir sur le visage. Elle soigne l'acné et elle apaise pour les peaux fragiles. C'est aussi l'allié contre les règles douloureuses, hein. Et en inhalation, elle stimule le système immunitaire. Au niveau spirituel, hein, toujours en inhalation, elle aide à développer ses capacités dans le ressenti. En méditation, elle aide à l'épanouissement de l'âme. Au niveau émotionnel et mental, elle calme la nervosité, favorise l'endormissement et permet l'éveil des sens en méditation, hein. Et on a une deuxième plante qui s'appelle la rose de Damas, Rosa damascena. Alors au niveau physique, hein, en massage, elle est régénérante, revitalisante.
comme le magnolia, elle atténue les rides, mais elle a une autre particularité aussi, c'est qu'elle est cicatrisante. En inhalation, elle stimule la libido dans la chambre à coucher et elle stimule les désirs charnels. Au niveau spirituel, en massage, elle aide à soulager les blessures du passé et aide à l'épanouissement du corps, du cœur rayonnant et de la force de l'amour. Au niveau émotionnel et mental, en massage, elle aide à la positive attitude, calme le stress, éloigne du surmenage et des risques de burn-out. C'est pas inintéressant en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont en burn-out et surtout quand on la masse au niveau du plexus solaire. Alors les chakras qui sont associés, donc comme je viens de te le dire, le plexus solaire, il est en lien avec la note Mi. Et Alina va nous faire écouter le son de la note Mi avec un bol tibétain. Et comme je vous l'ai déjà dit, écouter ces notes, ces vibrations permet de remonter notre taux énergétique. Et c'est important d'avoir un taux énergétique fort, élevé. D'autant plus qu'on va entrer bientôt en période d'hiver. Là, on vient de rentrer dans la partie automnale. Et cela va booster notre système immunitaire, ce qui n'est pas inintéressant à cette période de l'année, notamment avec les rhumes, et les angines et compagnie. Donc, Alina, je pense que tu peux nous faire écouter ce son Mi. Tout à fait. Donc, attention, c'est parti. Alors maintenant, on va aller voir du côté du chakra mineur, qui est la rate, et on se rend compte qu'il est aussi en lien avec la note Mi. Alors, je vous ai trouvé un son de la note Mi qui est fait au bol de cristal. Alors tu verras, il y a une petite différence dans la sonorité entre le bol de cristal et le bol tibétain qui lui est en cuivre. Alors personnellement, moi je préfère les notes plus graves, mais j'ai plus tendance à aller vers le bol tibétain. D'accord. Mais les deux ont les mêmes propriétés et c'est vraiment affaire de goût. Et je pense que tu pourras nous faire écouter maintenant le son du bol de cristal. Tout à fait. Donc attention, c'est parti. Effectivement, il y a une différence. Oui, la différence est là. Alors c'est vraiment chacun selon sa sensibilité. Alors je voulais préciser, comme je vous le fais à chaque fois, attention, je ne suis pas médecin. Si vous souffrez de l'un des mots que je vous ai parlé avant, par exemple les aigreurs d'estomac, des problèmes de consolidation des os, de coupe rose ou autres, des mots que je vous ai mis en avant, allez toujours voir votre médecin traitant. Lui seul pourra vous donner un traitement approprié ou vous orienter vers un spécialiste. Merveilleux, ma petite Mimi, c'était vraiment magnifique. Bon, j'ai fait ma petite curieuse, je t'avoue, pendant que tu parlais, qu'on échangeait aussi autour de cette émission, j'ai découvert des petites subtilités autour de l'impératrice. Oui. Notamment, c'est très bien, Alina. Je suis contente. J'ai fait la petite curieuse, je suis allée chercher sur Internet et j'ai vu des choses sur l'impératrice. Est-ce que tu peux me confirmer? Donc j'ai cru comprendre que son élément à cette carte était relié à la Terre. Alors l'impératrice, oui, elle est reliée, oui, on peut dire à la Terre, vu que c'est une personne qui est très ancrée. Donc elle est ancrée dans la matière, donc dans la Terre par extension. D'accord. J'ai aussi découvert que la planète associée à cette lame était Vénus.
Alors, pour les modernes, oui, c'est Vénus. Mais par contre, si tu prends Papus, donc tu as Jupiter, comme on en a parlé avec le Guimel, mais tu as aussi Mercure, selon Papus. D'accord, d'où le fait qu'il y ait cette subtilité également qui s'opère. Voilà. D'accord. Donc bien évidemment, toutes les qualités autour de cette lame, c'est la bienséance, le savoir-vivre, la générosité, l'intelligence, l'instinct et surtout l'esprit de synthèse. Mais surtout ces atouts, a priori, reliés à cette lame, c'est donc des périodes favorables au projet, donc idée créatrice, c'est bien ce que tu as dit. Le symbolisme d'une femme très bénéfique. Point faible, souvent erreur au jugement. Femme en opposition aussi, beaucoup. Et souvent, elle fait fausse route. Et en fin de compte, elle crée de faux problèmes qui n'existent pas. Alors ça vient encore de son côté adolescente, tu vois, dans l'évolution, elle n'est pas encore arrivée à maturité. D'accord. Et côté négatif aussi, elle manque beaucoup d'estime d'elle-même. Oui. D'accord. Et on peut dire aussi que elle est côté négatif, donc quand la carte est renversée, on peut dire qu'elle manque d'imagination, qu'elle est surprotectrice, tu vois, qu'il y a un côté malsain dans cette surprotection, tu vois, que son intellect l'empêche de passer à l'action lors de nouveaux projets, tu vois, parce qu'elle va se poser trop de questions en fin de compte, tu vois. D'accord. Et au niveau symbolisme relié au lieu qui l'associe, cette lame, c'est tout ce qui est donc tous les lieux qui sont reliés à l'histoire, les vieilles maisons, les maisons anciennes, les châteaux, les palais, tout ce qui est cercle privé et intellectuel, tout ce qui est relié au luxe et à la mode également. Oui. Oui, ça représente bien son côté femme, féminin, tu vois. Oui. Au niveau des personnages qu'elle pourrait représenter, ce serait donc relié à la maman, à l'épouse, à la sœur, à la maîtresse, à la muse aussi, à l'inspiratrice, celle qui inspire l'autre, les autres. Elle représente aussi la directrice, la femme d'un homme de pouvoir, alors c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, bien sûr. La psychologue également, elle peut aussi avoir un lien avec la psychologie. La secrétaire de direction, la maîtresse de maison et la femme sans profession. Tu confirmes ? Oui. Et quelque part, tu sais, on dit toujours qu'une bonne épouse doit être la mère, la femme aimante et la prostituée, tu vois. Ouais, enfin, l'amante, quoi. Voilà. Mais qui est dévouée à son mari, tu vois. Oui. Alors là aussi, au niveau du défaut, elle est très jalouse. Oui, ça c'est le côté négatif. Et j'ai lu aussi, parce qu'on se posait la question tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'elle regarde sur la droite ? Oui. Alors c'est son mari l'empereur ou tu as trouvé autre chose ? Si, c'est ça, c'est bien son mari l'empereur qu'elle regarde. Et j'ai lu aussi qu'effectivement, elle avait une position où elle dirigeait en fait son mari. Et c'est pour ça qu'elle l'observe en fait. Oui, elle a un côté direction. Elle aime ça quelque part, ce côté. Et c'est ce côté direction, c'est son côté yang, son côté masculin, tu vois, qui prend le dessus. D'accord. Donc c'est vrai le côté un peu autorité, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai que si on synthétise, c'est quand même une carte plutôt positive, dans le sens où quand on la tire, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de fort qui émane d'elle en fait. Et ah oui. Complètement. Et en plus, tu peux l'interpréter dans tous les domaines. Elle a son rôle à jouer, que ce soit au niveau carrière, finance, santé, relations, les études, tu vois, vraiment tous les domaines de la vie en général, quoi. Elle aura un message à délivrer. Oui. Alors,
Je suis allée moi sur le site apprendre- le petit tiret du 6 tarotdemarseille toutattaché.com et en fait j'ai découvert plein de subtilités complémentaires par rapport à ce que Mimi nous disait et c'est vrai qu'on n'a pas évoqué la façon dont elle était assise avec les jambes écartées et sur le site ils en parlent en fait le fait justement qu'elle ait les jambes écartées signifie au niveau du symbolisme qu'elle a aussi une certaine ouverture qu'elle met en avant. Sur son visage, on voit qu'elle a un énorme nez, en fait. Le site explique, en fin de compte, que ça représente le symbolisme qu'elle a du pif, et donc elle fait preuve d'intuition, et que souvent ces intuitions, sont bonnes. Tu confirmes ? Oui, le côté, on l'avait plus ou moins très peu abordé de l'intuition quand on avait parlé de la couleur bleue. Oui. Tout au début, que c'est en lien avec l'intuition, le côté féminin, tu vois. Par contre, moi, je ne suis pas allée sur Internet. Je vais quasiment pas du tout sur Internet pour faire mes recherches. J'utilise que des livres ou ce que j'ai pu expérimenter moi-même, tu vois. D'accord. Donc côté Internet, je sais pas trop ce qui se passe au niveau du tarot, mis à part quand je vais vous chercher une lame sur Google Images pour vous montrer de ce qu'on va parler, pour avoir le dessin, en fin de compte. D'ailleurs, dans le plan que Mimi vous transmet quand vous vous intéressez par rapport à ces émissions, il y a également tes sources. Tu expliques d'où viennent tes sources. Tu parles beaucoup de Papus parce que tu te réfères aussi au symbolisme de Papus. Oui, parce que j'aime bien Papus, mais je vais voir d'autres choses, notamment au niveau des dictionnaires de symboles, par exemple, des livres modernes sur le tarot aussi, tu vois, que j'ai, pas forcément que des anciens, et généralement je vais voir en plus de mes cours d'hébreu, ça je peux pas vous le mettre, mes cours que j'ai eu à l'école, j'ai un lien concernant la lettre hébraïque parce qu'il y a plus de détails, on va plus loin dans le décortiquage que ce que j'avais vu en cours. D'accord. Et enfin, pour conclure, ce qu'on peut un petit peu voir et comprendre, en tout cas moi j'analyse par rapport à ce que tu me dis, et aussi par rapport aux recherches que j'ai faites en même temps où l'émission s'enregistre, on nous dit qu'en gros, l'impératrice symboliserait en fin de compte l'origine céleste, et qu'elle est en fin de compte sur un travail d'élévation, un désir d'envol, d'allègement également, et de transmission aussi à l'autre. Donc une sorte donc pas de pouvoir, mais en même temps elle l'aide à transmettre à son empereur ce côté céleste qu'elle a en elle et qu'elle souhaite montrer et permettre en fin de compte cet envol d'allègement. Est-ce que tu confirmerais ce genre de choses ? Oui, ça fait partie. Si c'est la voie qu'elle a choisie, ça peut en faire partie, oui. D'accord. Petite conclusion, ma petite Mimi, sur cette carte ? Petite conclusion, déjà j'espère que vous avez apprécié ce qu'on a pu raconter ce soir, même si ça a été un peu plus rock'n'roll que d'habitude. Mais ça, ils le savent pas, les witches. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de venir de vous parler de ce que je connais, de ce que je sais. Après, je suis loin de tout connaître, de tout savoir, et heureusement, parce que il me reste encore pas mal de choses à apprendre, et tant mieux. Et puis on se retrouvera le mois prochain, pour découvrir l'arcane 4, l'empereur, avec la continuité de ce qu'on a vu ensemble. Donc on va aller voir le mari de l'impératrice, et je vous laisse vous imprégner de l'énergie de l'impératrice. J'espère que cette énergie émergera en vous laissant libre cours à votre créativité dans votre quotidien. Merci ma très chère Mimi, franchement, pour cette merveilleuse émission. Effectivement, elle fut rock'n'roll en interne, sachez-le, c'était un peu particulier cet enregistrement. Mais bon, il est arrivé, Mimi.
Oui, on est arrivé au bout là. C'est déjà une bonne chose. Voilà, cette pleine lune là en Taureau a été rock'n'roll. Je ne vous dis que ça. Oui, Voilà. c'est vrai. Et puis bon, avec l'énergie de l'empereur, le mois prochain, ça ira peut-être mieux parce que lui, c'est bon, il y a le côté autorité, mais il y a aussi le côté stabilité aussi, notamment, hein, et bien d'autres choses. Donc, ça nous aidera peut-être à être un peu plus, avoir plus de stabilité lors de l'enregistrement. Et oui. Plein de gros bisous, ma petite Mimi. Bisous Alina, bisous les Witches. Witches Radio réveillera la sorcière qui est en toi. Witches Radio.